Et nous voici de retour pour la fin de cette deuxième journée des tribunes de la presse. Avant le débat, une nouvelle vidéo de l'agence France Presse, une vidéo d'actualité avec des migrants haïtiens qui risquent l'expulsion et qui pourtant continuent leur périlleux voyage à travers l'Amérique latine dans l'espoir de rejoindre les États-Unis où leur arrivée en nombre a déclenché une crise politique. Regardez. Padre, yo creo que usted también es un padre. Yo buscando la vida a un otro país. La desechan, pero ellos no hicieron, ya tienen mucho, como ven, agua, pues esa es agua para allá, pero también porque se puso miedo, está escuchando la inmigración va a llegar aquí, esa es por la cual no puede dormir. Si no puede cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar hijos a la escuela, yo puedo decir gracias al Señor. Y ellos están maltratando a los haitianos, suerte que, y por eso que muchos de ellos quieren quedarse en México. What I saw depicted about those individuals on horseback treating human beings the way they were is horrible. And I fully support what is happening right now, which is a thorough investigation into exactly what is going on there. On sel m'a pas tellement allé non. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, La Plata. Claro. Por eso yo quería Después la telemoto 2010, hay muchos haitianos. Mi casa se cayó, mi familia se murió, yo hay nada a hacer por eso. Después yo hice una iniciativa con mi señora de llevar a otro país. El presidente de Chile abrió la puerta por todo el mundo, venía a Chile. Después yo voy a Chile para hacer algo de nuevo. Ahora quiere hacer algo, quiere una ayuda.
mi marido, estoy buscando una buena vida por mi familia. Me golpeó, me dio. Eso da pena, por ejemplo, por la travesía de donde venimos, toda la ruta, entonces para llegar hasta allá y luego lo deportamos, es difícil, es difícil. Mi meta es llegar allá, no voy a detener. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide ni d'un monde divisé en blocs rigides. Ces mots, ce sont ceux de Joe Biden. C'était il y a 3 semaines à la tribune de l'ONU. Un discours évidemment très attendu dans le contexte actuel, mais dans lequel on a pu aussi entendre les États-Unis vont participer à la compétition et y participer avec vigueur. Et il a poursuivi « Avec nos valeurs et notre force, nous allons défendre nos alliés et nos amis et nous opposer aux tentatives des pays plus forts de dominer les plus faibles ». Un jeu évidemment d'équilibriste de la part du président américain qui n'a pas cité tout haut la puissance à laquelle tout le monde pensait tout bas. Et l'Europe dans tout ça, les États-Unis n'aimeraient-ils pas qu'elle choisisse son camp alors que de nombreux pays de l'Union européenne ont développé une coopération avec la Chine, mais surtout quel message Joe Biden a-t-il voulu envoyer à ses alliés européens en convainquant l'Australie de remplacer les sous-marins américains par des engins, les sous-marins français par des engins américains. Chine, États-Unis, Europe. La guerre froide, un débat animé par le journaliste Philippe Thureau d'Angers. Merci Stéphane de cette présentation rapide. Et effectivement, après 2 débats sur l'écologie, vous avez certainement envie d'avoir un peu de relations internationales et un peu de géopolitique. Et donc nous avons la chance pour parler de ces relations internationales, d'avoir trois invités, 3 intervenants. Donc je vais commencer par le plus lointain, Christophe Gaudin qui nous écoute depuis Séoul. J'imagine qu'il est à peu près minuit là-bas, non? Ou 11 h du soir. Et vous êtes sociologue de formation, mais vous enseignez les sciences politiques, je crois, à l'université Kookmin de Séoul, et vous êtes aussi à la tête d'un cabinet qui s'appelle Eranos pour Séoul, qui est un cabinet de conseil en entreprise. Donc vous êtes aussi au fait des questions non seulement géopolitiques, mais géoéconomiques. Et donc merci d'être avec nous depuis. Et vous aurez donc la vision, sinon la vision chinoise, en tout cas une vision excentrée des problèmes que nous allons aborder ensemble. À ma droite, donc à votre gauche, Laurence Nardon, qui est docteur en sciences politiques et qui est à la fois à l'EHESS, je crois, non, plus maintenant. Non, j'ai fait ma thèse là-bas, mais j'en suis partie à un moment. Et qui est maintenant à l'IFRI, donc responsable du programme Amérique du Nord. Donc vous êtes une grande spécialiste des États-Unis sous tous les angles d'ailleurs, à la fois économique. Vous avez abordé les questions notamment politiques, bien sûr. Et vous avez écrit un livre sur l'Amérique de Trump. Bon, maintenant, c'est une Amérique qui n'est pas forcément derrière nous, d'ailleurs, puisque Trump est toujours très agissant. Si j'ai bien écouté votre dernier podcast, puisque Laurence Nardon, donc, et je vous conseille de vous abonner à ce podcast, anime un podcast hebdomadaire qui est sur le site de Slate, slate.fr, et qui est très instructif sur les enjeux, disons, notamment des États-Unis aujourd'hui, sous tous les angles. Et enfin, pour parler aussi de géopolitique, ai-je besoin de le présenter, puisque il est le président des tribunes de la presse,
Bernard Guetta, journaliste au départ, journaliste qui a été au Nouvel Observateur, puis après au Monde, à la fois à Moscou, en Pologne, enfin d'abord en Pologne et ensuite à Moscou. Et à Washington. Et à Washington. Et ensuite, longtemps, la voix de France Inter en géopolitique pendant pas mal d'années, qui en 2017, je crois, a arrêté ses chroniques sur France Inter pour revenir sur le terrain et faire un tour de l'Europe, puisque vous êtes profondément européen, on s'en rendra compte. Et il en a tiré un livre qui s'appelle « L'enquête hongroise ». Puis il y a des sous-titres, l'enquête italienne, l'enquête roumaine, voilà, qui est donc prendre le pouls un peu de cette Europe qui va mal, mais elle est habituée à aller mal. Donc, et après, surtout, vous êtes devenu député européen. Et donc, vous siégez LREM, donc La République En Marche. Pardon, non, la majorité présidentielle, mais je n'appartiens pas à ce parti. Donc, et vous nous parlerez, bien sûr, de vos activités au Parlement. Alors, peut-être la première question que je voudrais vous poser, parce que ça s'appelle à la fois les maîtres du monde, et savoir s'il y a encore des maîtres du monde aujourd'hui, et ça s'appelle aussi la guerre froide. Et je me demande si ce terme est tout à fait adapté à la situation que nous avons. Ce n'est pas pour détruire le beau titre qu'a trouvé Jean-Pierre Tucois, qui est la cheville ouvrière de cette manifestation, mais peut-on parler véritablement de guerre froide aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, Laurence? Oui, vous tournez vers moi, donc je pense que c'est à moi de répondre, mais tous les trois, vous... Oui, absolument. Un début de réponse, en tout cas, c'est de dire que c'est pratique d'utiliser cette expression de guerre froide, parce qu'on voit tout de suite que ça veut dire une hostilité entre les deux pays qui seraient les plus grandes puissances du monde et qu'en même temps, il n'y aurait pas de guerre ouverte. Donc, c'est un terme qui est familier et facilement compréhensible. Là où il ne convient pas tout à fait, c'est que dans la guerre froide que l'on a connue, nous qui sommes peut-être un peu plus âgés, entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, il y avait une guerre, il y avait une différence idéologique de taille entre les deux pays, l'un qui était capitaliste, l'autre qui se voulait communiste. Donc cette différence n'existe pas aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, puisque les deux pays sont des pays capitalistes, un capitalisme libéral d'un côté, un capitalisme communiste, c'est une sorte d'hybride intéressant, mais quand même capitaliste de l'autre. Et par ailleurs, les deux pays ont des liens économiques et financiers et commerciaux absolument énormes qui, évidemment, n'existaient pas entre l'URSS et les États-Unis. Donc c'est un terme qui est facile d'emploi, mais qui n'est pas forcément le bon. Alors peut-être que Christophe Gaudin peut répondre avant de laisser la parole à Bernard Guetta. Vu de Séoul, vu d'Asie, comment est... Bon, on sait que pour la Corée, la Chine est à la fois un partenaire et un peu un rival. Comment voyez-vous justement cet équilibre Chine-États-Unis depuis Séoul? Ah, on ne vous entend pas. Voilà, maintenant on vous entend. C'est mieux. C'est mieux? Oui, c'est bien. Pour renchérir sur ce que disait Madame Nardon, ce qui est intéressant, c'est qu'en Asie, le terme qu'on emploie, c'est pas celui de nouvelle guerre froide, on parle de néo-guerre froide, en un seul mot, pour insister justement sur le côté néo. Vous savez, c'est comme le libéralisme et le néolibéralisme. Ce qui est important, c'est le néo, c'est le changement qui est entre les deux. Ce qui se passe aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que moi, j'aurais tendance quand même à insister davantage sur la spécificité du capitalisme chinois. C'est même, à mon avis, pour montrer le degré de gravité de la situation, la première fois depuis les années 30 que l'Occident pâtit de la comparaison avec un modèle autoritaire, voire dans le cas de la Chine totalitaire, sur un plan pratique. La débandade de l'Occident en général face au Covid, c'est quelque chose qui revient en permanence dans la propagande chinoise. Alors, maintenant, il y a un affrontement, mais c'est pour ça, en effet, comme le disait Madame Nardon, que l'idée d'une guerre froide, on n'est pas forcément fondé à parler de guerre, parce que la Chine réserve la violence brutale, la violence directe, à ceux qu'elle considère être
l'espace chinois, c'est-à-dire ou bien sûr les Ouïghours et les Tibétains, mais aussi la mer de Chine, mais aussi Taïwan, mais aussi Hong Kong. Ce qui se passe, c'est que la Chine, en fait, est dans une logique impérialiste, mais qui est purement économique. La Chine n'est pas du tout intéressée, contrairement à l'URSS, par l'idée de répandre un message tout autour du monde. Elle n'a aucune visée universaliste. Vous savez, la Chine, en chinois, en idéogramme, c'est le pays du milieu. C'est dire, en fait, que le reste du monde est une sorte de banlieue. Elle est intéressée par l'idée de prendre des ressources naturelles, de conquérir des marchés. Et vous voyez, par exemple, qu'elle ne fait aucun effort, ou presque aucun effort, pour promouvoir son modèle étranger. Si vous regardez, par exemple, le rayonnement culturel de la Corée, qui est 70 fois moins peuplé que la Chine, avec celui de la Chine à l'étranger, il est infime. Je serais d'accord avec l'essentiel ici. À mon avis, ce à quoi on assiste, c'est plutôt un phénomène de tectonique des plaques, où d'un côté, vous avez l'Occident qui fait face à des problèmes de division interne qui sont gravissimes, non seulement entre pays occidentaux, mais à l'intérieur de ces pays, tandis que le modèle totalitaire chinois a atteint un degré de perfection redoutable face auquel l'Occident se sent démuni. Alors, un Occident désuni, Bernard Guetta, démuni, mais aussi désuni, me semble-t-il, quand même. Parce que la question posée, donc, c'était sur les maîtres du monde. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de l'Europe, d'abord comme une puissance politique et comme un maître en devenir du monde? C'est la question que vous me posez et je vais répondre oui, au risque de vous surprendre. Je vais vous répondre oui. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'Union européenne n'est pas déjà un État fédéral et donc ne peut pas prétendre à un statut de puissance politique comparable à celui des États-Unis ou de la Chine. Mais l'Union européenne, depuis la première campagne électorale de Donald Trump et tout particulièrement depuis les 12 derniers mois ou 15 derniers mois, s'affirme de plus en plus et à une vitesse qui devient tout à fait étonnante en puissance politique, désirant le devenir. Nous ne le sommes pas encore, évidemment pas, nous ne le sommes pas encore. Mais si vous prenez les résolutions qu'adopte le Parlement européen, depuis quelques mois, eh bien, toutes commencent dans leurs premiers considérants, puisqu'il y a toujours des considérants au début des résolutions, par le considérant suivant, considérant que l'Union soviétique, quel lapsus extraordinaire, que l'Union européenne doit acquérir une autonomie stratégique en matière de défense et de relations commerciales et affirmer une égalité entre partenaires au sein de l'Alliance Atlantique, eh bien écoutez, là, tout est dit. Or, ces textes-là sont aujourd'hui, qui auraient fait scandale, qui auraient simplement été bloqués il y a encore 2 ans ou 3 ans, eh bien ils sont adoptés régulièrement à 600, 700 voix, 700 j'exagère, mais 600 voix de majorité, ça ne pose plus aucun problème. Alors oui, effectivement, l'Union européenne est aujourd'hui, on verra si ça s'est couronné de succès ou pas, mais s'affirme en puissance politique en devenir. Et si vous me permettez encore un mot sur la Chine, notre ami disait à l'instant, la Chine n'a pas de prétention à exporter une idéologie. Écoutez, d'abord, je nuancerai un petit peu, parce que quand j'entends les divers ambassadeurs de la République populaire de Chine à travers le monde vanter, comme vous le faisiez, vanter les mérites, l'efficacité d'un système autoritaire que j'appellerais moi un système dictatorial, comme on en a vu peu dans l'histoire du genre humain, mais au-delà de cela, quand on prétend à une domination économique du monde, eh bien écoutez, ne soyons pas naïfs. Une domination économique du monde, ou en tout cas une prépondérance économique dans le monde, porte évidemment une aspiration à une prépondérance politique et donc idéologique, et même si l'aspiration n'est pas là, eh bien cette prépondérance, elle s'installe de facto. Alors évidemment que la Chine exporte une puissance idéologique et politique.
Est-ce que vous voulez répondre, Christophe, parce que, et nous dire aussi, parce que moi je suis très intrigué, nous dire aussi qu'est-ce que veulent dire les idéogrammes derrière vous, en fait, la fiche qui est dans votre bureau. Non, mais c'est pas des idéogrammes, en fait, c'est un cadeau d'une élève mongole dont j'ai dirigé la thèse. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, je vais répondre rapidement à Bernard Guetta. En fait, je me garderai bien de faire l'éloge du modèle chinois. Au contraire, je pense pour ma part que c'est la plus grave menace aujourd'hui qu'on trouve non seulement pour la démocratie, mais même, je dirais, même pour tout simplement la pensée libre en général. Non, ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce que je suis en train de dire, c'est que la Chine est porteuse d'un projet impérialiste, en effet. Elle est porteuse d'un projet, je vais vous donner un exemple qui est très, très rapide. Le développement de la Chine a été si rapide et si chaotique qu'aujourd'hui, vous avez un quart des terres arables en Chine qui sont devenues impropres à l'agriculture. Et ça, c'est les chiffres officiels, probablement sous-estimés. Et donc, pour compenser cela, la Chine est lancée dans une politique folle d'acquisition tous azimuts de terres, mais en Australie, au Kenya, au Mozambique, qu'elle barbelle, et jusque dans l'Allier d'ailleurs, et à laquelle elle est forcée pour compenser la pollution de ses propres terres. Non, ce qui est en train de se passer, c'est que la Chine est en train d'imposer son modèle généralement par des pressions économiques et par des pressions de milices privées, en fait, par exemple en Afrique, le long des barbelés en question. Mais au fond, vous savez, elle se préoccupe très peu de ce que pensent les opinions occidentales. C'est ça que je voulais dire. Vous avez raison, Monsieur Guetta, les diplomates chinois répètent ce discours officiel partout où ils vont. Mais personne ne le croit, ou presque personne en Occident, et ils savent que personne ne le croit. Si vous comparez par exemple regardez avec les efforts de propagande que fait la Russie par exemple, avec Russia Today, avec Sputnik, avec toutes ces manœuvres pour influencer les élections en Amérique et ailleurs, ça, vous avez en effet des manœuvres de propagande couronnées de succès et visiblement l'État russe dépense des fortunes du capital humain pour que ces opérations soient couronnées de succès. Dans le cas de la Chine se préoccupe essentiellement de sécuriser son approvisionnement en matières premières et en terres. Et aujourd'hui, vous avez même des pressions terrifiantes en Chine pour que les Chinois apprennent aussi peu que possible les langues étrangères. Quand vous disiez, Monsieur Guetta, que la Chine avait atteint un degré comment dirais-je, de succès inouï dans sa propagande, non seulement, je suis en effet d'accord avec ça, mais pour prendre un exemple, je pense que tout le monde comprendra, quand vous avez des gens qui arrivaient du bloc de l'Est en Europe, leur premier réflexe en tant qu'étudiant était de lire les livres interdits. Quand vous avez des étudiants chinois qui vont à l'étranger, ils n'ont presque jamais ce réflexe, alors que les ressources en chinois abondent. De la même manière, en URSS, vous savez qu'il y avait toute une littérature dissidente importante, d'innombrables blagues sur Staline, Brejnev et ainsi de suite. En Chine, aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Et ce qui effraie justement les Coréens et les voisins de la Chine, c'est le succès de cette propagande. Et le succès de cette propagande, ce mélange bizarre d'éléments maoïstes, d'éléments capitalistes et d'éléments asiatiques, je crois qu'on aurait tort de sous-estimer sa spécificité, parce que c'est ce qui fait son redoutable succès. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière et demander à Laurence Nardon de nous rappeler un peu, enfin de nous dire comment les États-Unis ont réagi effectivement devant cette rivalité, cette montée en puissance. Il me semble que Washington a pris très tard l'importance et la rapidité du développement chinois. Enfin, que jusque dans les années 2000, finalement, c'était pas forcément l'objectif numéro un de leur politique étrangère et que ça l'est devenu relativement récemment.
Oui, et néanmoins, la Chine a fait débat aux États-Unis depuis très longtemps, en fait même depuis les années 70, enfin pour ne pas remonter plus loin. Il y avait à l'époque déjà un débat sur le fait de savoir si les États-Unis devaient se rapprocher de la Chine et établir des relations diplomatiques avec ce pays. Donc c'était sous Kissinger. Ils l'ont fait. Alors Kissinger a fait ce premier voyage avec Nixon, et ensuite c'est sous Carter en 79 que les relations entre les deux pays ont été rétablies. Elles avaient été interrompues en 49 quand la Chine est devenue communiste. Et depuis, en fait, ce débat s'est poursuivi entre des gens qui voulaient des courants de la politique étrangère américaine qui étaient méfiants et d'autres qui étaient plus confiants. Ce sont ces derniers qui ont gagné effectivement dans les années 90-2000 et qui ont autorisé, enfin c'est une décision collégiale, mais enfin les États-Unis pesaient lourd, qui ont autorisé l'entrée de la Chine à l'OMC et donc le décollage économique absolument immense de la Chine dans les années 2000. Mais dès cette époque, il y avait tous les ans au Congrès des études et des dénonciations de l'espionnage industriel chinois, etc. Donc le sentiment de menace a toujours été à peu près là. Je me souviens d'ailleurs, à la veille du 11 septembre, l'administration Bush, qui n'avait plus d'ennemis soviétiques, était déjà en train de construire un nouvel ennemi avec la Chine. Alors, avec les attentats du 11 septembre, l'ennemi chinois a disparu des écrans radars américains pendant une dizaine d'années, puisque c'est devenu l'Afghanistan, l'Irak, vous vous souvenez des années 2000. Et puis aujourd'hui, il y a, pour le coup, un consensus extrêmement large aux États-Unis, un consensus gauche-droite, et Dieu sait qu'ils sont rares à Washington en ce moment, sur le fait que la Chine est le nouvel ennemi du pays, un nouvel ennemi d'ailleurs tous azimuts, puisque géostratégique, économique, et je le dis quand même idéologique, pour répondre à M. Gaudin. Moi, je suis quand même frappée. Alors, je ne suis pas sinologue, donc je n'ai rien à dire sur le sujet, mais néanmoins, à l'ONU, tous les ans, la Chine met en avant ce qu'elle appelle les droits de l'homme à la chinoise. Des droits de l'homme qui ne sont pas du tout les nôtres, mais qui mettent en avant le collectif par rapport à l'individuel. Donc, c'est une définition de droits de l'homme que la Chine propose dans le monde entier et qui, curieusement, ne souligne pas, par exemple, la liberté de la presse, la liberté de religion, la liberté de pensée, mais au contraire, les droits du groupe qui doivent être respectés avant tout. Enfin, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'idéologique. Bon, enfin, évidemment, je connais moins le sujet que vous. Mais quelles sont les armes Pardon, parce que je veux juste répondre là-dessus. Là encore, vous avez entièrement raison. C'est même pas des droits de l'homme et c'est pas des droits. Hein. Mais c'est uniquement des choses qui sont destinées à un public chinois. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la Chine ne se préoccupe pas d'être crue hors de Chine. Mais je suis pas sûre, parce que nous, en Europe, depuis 2 ans, on a quand même eu le sentiment d'être d'être les objectifs d'une propagande chinoise, d'ailleurs très maladroite. Par exemple, la propagande médicale de Covid, il y avait quand même un effort qui était perçu. Bon, on va peut-être pas passer l'heure là-dessus, mais juste pour terminer, je voudrais renvoyer tout le monde au rapport de l'IRSEM qui est paru il y a quelques jours ou quelques semaines. Alors, il y a 15 jours. L'IRSEM est un autre centre de recherche que l'IFRI, donc je n'ai aucun intérêt dans l'affaire. Ils ont sorti un rapport sur la politique d'influence chinoise vers le Japon, vers l'Australie et vers certains pays d'Occident. Donc, on n'a qu'à renvoyer tout le monde vers ce rapport. Voilà, moi je m'arrête là pour me parler. Je voulais, pour poursuivre un petit peu, quelles sont les armes à la disposition des États-Unis? Est-ce qu'il y a des stratégies, et après je poserai la question pour l'Europe, est-ce qu'il y a des stratégies qui ont fonctionné? Parce qu'on a vu les gesticulations de Donald Trump, on a vu d'autres. Véritablement, est-ce qu'il y a, au-delà de la prise de conscience des ambitions de la Chine, est-ce qu'il y a une réplique en cours? Mais il y a des répliques en cours, tous azimuts aux États-Unis. Par exemple, sur le plan diplomatique, l'administration Trump, en janvier 2020, attendez, on est en 2021, donc janvier 2021, excusez-moi, a nommé un envoyé spécial chargé d'entraver les avancées chinoises à l'ONU, par exemple. Et ce monsieur a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas un Chinois qui soit élu directeur de l'Office de l'ONU pour la propriété intellectuelle. C'était une des agences de l'ONU
très importante. La propriété intellectuelle, c'est quand même un des points sur lesquels la Chine est extrêmement agressive par rapport aux pays occidentaux. Ils ont réussi à faire en sorte que ce ne soit pas un Chinois qui prenne la tête de cette agence. Ça, c'est sur le côté diplomatique. Sur le côté militaire et géostratégique, on a tous été stupéfaits par cette nouvelle alliance australo-britannico-américaine AUKUS, dont la France, de manière perfide, a été exclue. Oui, il y a beaucoup de choses. Juste pour conclure, l'administration Biden, en réalité, elle est prise entre deux courants de la politique étrangère américaine, un courant très moral et très interventionniste, qui est le courant de Biden lui-même, et du secrétaire d'État Blinken, etc. Enfin, ce sont les modérés démocrates. Mais ils doivent faire attention, non seulement aux Trumpistes qui sont très nationalistes, mais ça, ils ne sont pas de leur camp, mais ils doivent aussi faire attention à la gauche du Parti démocrate, qui, elle, est beaucoup plus hostile à toute velléité d'intervention des États-Unis à l'étranger. Et donc, ils sont sur une corde un peu compliquée, et qui complique leur action, en tout cas. Et l'Europe, vous disiez, Bernard Guetta, qu'il y avait une prise de conscience quand même et que le sentiment, disons, pas anti-chinois, mais en tout cas de méfiance vis-à-vis de la Chine est assez répandu maintenant. Est-ce que ça se traduit par des politiques ou par des votes ou par des décisions? Je dirais qu'il y a eu deux périodes dans l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Il y a eu une période au cours de laquelle les pays de l'Union européenne participaient pleinement de l'idée que plus la Chine s'ouvrirait commercialement et se développerait industriellement, plus les libertés et la démocratie, au bout du compte, s'y affirmeraient, et donc moins la Chine serait une menace politique ou géostratégique, comme on préfère. Le pays qui défendait le plus cette idée était l'Allemagne. D'une part parce qu'elle en était convaincue, il y a un pacifisme et une bonhomie allemande qui se prêtaient à cette idée, et deuxièmement, surtout, diront les uns, moi je ne dirais pas surtout, je dirais également, parce que, évidemment, l'Allemagne était un exportateur vers la Chine de machines-outils et de plus en plus de véhicules automobiles, et que ces exportations comptaient pour une très grande part dans la force de l'économie allemande. Eh bien, je peux vous dire que jusqu'à la fin du mois de décembre dernier, c'est donc tout récent, l'Allemagne militait, et l'Allemagne qui avait la présidence tournante de l'Union européenne a donc précipité la signature d'un accord sur les investissements qui était en négociation depuis très 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 longtemps avec la Chine, dans l'espoir de le faire signer très rapidement. Effectivement, ce texte est arrivé devant le Parlement et j'ai vu mes collègues allemands de toutes les couleurs politiques se précipiter dans les couloirs, les réunions, etc., pour expliquer que naturellement, on allait ratifier et au plus vite. Nous avons été quelques-uns. Quand je dis quelques-uns, c'est par modestie. Je crois avoir été un peu seul à dire que non, il ne fallait pas ratifier cet accord tant que les Chinois n'auraient pas, comme ils s'y engagent dans l'accord, ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail prohibant le travail forcé et donc de facto prohibant le travail forcé dans les camps de concentration réservés aux Ouïghours. Et puis pendant 3 semaines, je me suis senti très brebis galeuse au Parlement. Et puis brusquement, les Chinois ont pris des sanctions contre des députés de tous les groupes politiques du Parlement qui avaient condamné les atteintes aux droits de l'homme en Chine, et globalement parlant, c'est extraordinaire, globalement parlant, contre tous les membres de la sous-commission des droits de l'homme dont je suis l'un des animateurs. Et là, le Parlement, allemand en tête, a pris un vrai coup sur la tête. Et il n'est plus question, nulle part, dans aucun groupe, de ratifier cet accord avant que les choses n'aient changé considérablement. Et je vois monter au Parlement, mais aussi à la Commission, mais aussi au Conseil. Par parenthèse, petit rappel, le Conseil, c'est l'assemblée des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Eh bien, une attitude
au minimum, beaucoup plus fraîche et beaucoup plus prudente vis-à-vis de la Chine. Si vous me permettez encore 2 phrases, je vous donne un sentiment personnel maintenant. Je crois que la Chine peut incarner et souhaite incarner le pays leader de tous les régimes autoritaires et dictatoriaux dans le monde, afin de faire contrepoids aux démocraties occidentales, naturellement aux États-Unis, mais aussi aux 27 pays de l'Union européenne et à l'Union elle-même. Je considère, pour ma part, qu'au XXIe siècle, la menace pour non seulement les démocraties, mais la démocratie et ce pays. Et je souhaite ardemment qu'il y ait une concertation entre les États-Unis et l'Union européenne pour contrer cette menace. Concertation ne veut pas du tout dire que l'Union européenne devrait adopter les politiques définies à Washington. Certainement pas, parce que régulièrement, nos amis américains font de très très grosses bêtises dans leur politique étrangère et on en voit se dessiner vis-à-vis de la Chine. Mais nous devons participer au débat des démocraties sur le sujet, le grand sujet, qui est la manière de contrer, de contenir ce que j'appelle, pour ma part, la menace chinoise et que je considère comme étant la grande, principale menace pour la démocratie dans ce siècle. Avant de revenir à la Chine, peut-être quelques mots sur comment les États-Unis voient l'Europe. Parce qu'on a l'impression très souvent, enfin, Bernard Guetta parlait des erreurs, on évoquait aussi cette question des fameux sous-marins. On a l'impression que l'Europe est un peu quantité négligeable. Alors c'était le cas du temps de Trump. Est-ce que c'est toujours le cas? Quel est votre sentiment et votre analyse? Moi aussi, je vais donner un sentiment personnel, mais j'ai été extrêmement... alors, j'ai pas vraiment été surprise, mais j'ai été quand même très, très déçue de cette histoire de l'accord AUKUS et de l'histoire des sous-marins australiens, parce qu'après 4 ans de Trump qui était, donc, comme je l'ai dit, tout à fait nationaliste, et pour qui le projet de l'Union européenne, qui est un projet donc supranational, est absolument affreux et diabolique. Donc il était structurellement anti-européen de ce point de vue-là, assisté par ses conseillers comme Steve Bannon et d'autres. Et donc il se montrait d'ailleurs assez grossier. Il y a eu un sommet de l'OTAN où il était vraiment désagréable. On le voyait physiquement avec ses homologues européens. Bref, on était quand même très rassurés de voir arriver cette administration Biden, donc avec les défauts, ce président assez peu dynamique, etc. Mais tout de même, une administration qui revenait vers l'Europe en tendant la main, en assurant qu'ils allaient être respectueux, à l'écoute, chaleureux, et sur la même longueur d'onde en termes de respect des valeurs des Lumières, enfin les valeurs transatlantiques auxquelles on se réfère régulièrement, avec beaucoup de sincérité, je crois, de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de négocier pendant 18 mois derrière notre dos avec la Grande-Bretagne et l'Australie un traité contre la Chine, alors même que la France a des choses à apporter d'un point de vue militaire dans cette zone Indo-Pacifique, qui est donc le nouveau nom de la zone autour de la Chine. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Enfin, celle que je vois aujourd'hui, peut-être que l'histoire en apportera d'autres. Je pense qu'il y a d'abord une certaine brutalité dans les pratiques diplomatiques américaines qu'on avait déjà vues dans les années 2000 au moment de la guerre contre l'Irak. La France était l'ennemi à ce moment-là et les rapports étaient vraiment, franchement mauvais. Et cette brutalité, elle a été renforcée par les méthodes de Trump pendant 4 ans. Et donc, je pense que ça laisse des marques et ça laisse des habitudes. Et peut-être que c'est l'une des raisons. La deuxième raison, et c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que les 3 pays, Australie, Grande-Bretagne, États-Unis, sont des pays anglo-saxons et que, clairement, pour eux, la France est un pays auquel on ne peut pas se fier. Je crois qu'il faut remonter à l'histoire et voir que l'Angleterre s'est créée comme pays contre la France. On est au Moyen-Âge. Et donc, elle a une défiance qu'elle a transmise
au XVIIIe siècle aux États-Unis et qui est toujours très vive aujourd'hui. Je trouve que c'est extrêmement dommage. Voilà. Et donc une déception et donc beaucoup de méfiance. Comment va-t-on revenir à des relations de confiance? Je ne sais pas encore tellement. Christophe Gaudin, peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre et sur cet aspect des relations internationales? Oui, en fait, s'il y a un point avec lequel je suis d'accord, c'est que la Chine représente probablement en effet la plus grande menace, non seulement pour la démocratie, mais plus généralement pour la pensée libre dans le siècle qui vient, et que cette menace a été grandement sous-estimée par les démocraties occidentales depuis des décennies. Je voudrais faire deux remarques rapides à ce sujet. Le premier, c'est qu'en fait, je crois qu'on comprend très très mal la nature du pouvoir chinois. Parce que quand vous avez ces rapports qui parlent donc des stratégies d'influence chinoise, en réalité, c'est très simple, hein. Il s'agit d'acheter des élites. Il s'agit d'acheter des lobbyistes dans différents pays. Mais regardez à l'extérieur de la Chine, qui apprend le chinois? Cette Chine qui se développe économiquement si vite, elle est attirante pour personne, elle n'est même pas attirante pour les Asiatiques eux-mêmes. C'est un pays qui n'attire pour ainsi dire aucune immigration. Surtout si vous pensez aux opportunités de travail qui s'y trouvent. En fait, toute l'erreur, à mon avis, c'est de prêter trop d'attention aux discours que tiennent les dirigeants chinois. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la génération qui est au pouvoir maintenant, la génération de Xi Jinping, pas les générations précédentes de Hu Jintao ou de Deng Xiaoping, c'est des gens qui ont fait leur éducation politique pendant la révolution culturelle. Donc, quels que soient les accords qu'ils signeront, il y a très très peu de chances qu'ils les honorent. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a une élève dont j'ai dirigé le travail l'année dernière, qui était sénégalaise, qui travaillait sur les rapports commerciaux entre le Sénégal et la Chine, qui étaient aussi égalitaires que vous imaginez. Le livre blanc que les Chinois ont envoyé au Sénégal n'était traduit ni en wolof, ni en français. Et quand on leur demandait une traduction, le truc, je pense, a été traduit par l'équivalent chinois de Google Trad, et c'était un pataquès de 300 pages dans lequel une louve n'aurait pas retrouvé ses petits. Il y a une énorme erreur, je pense, qui consiste à analyser les discours des dirigeants chinois comme si ces discours étaient d'autre chose que rhétorique et sophisme. C'est aussi simple que ça. Vous avez dit effectivement que la priorité du pouvoir en Chine était en effet d'assurer les approvisionnements à la fois en produits alimentaires, en pétrole, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas une seconde priorité qui est d'occuper tous les Chinois, y compris de les exporter éventuellement un peu sur les 5 continents? Alors, oui. La première chose, parce qu'il y a deux questions dans votre question en fait. La première question, celle de l'approvisionnement. Vous voyez aujourd'hui que la Chine, il faut bien comprendre que dans la tête du pouvoir chinois, l'Occident est une bande de jouisseurs décadents, pour le dire simplement, qui court à l'abîme. Et déjà en 2008, quand il y avait eu la crise en Amérique, la croissance chinoise en avait souffert, mais très légèrement. Il n'y a jamais eu de récession en Chine. Et comme la Chine a besoin d'une croissance gigantesque pour garder tout le monde au travail, il y avait eu des centaines de milliers d'ouvriers qui avaient été renvoyés dans les campagnes, mais pour ainsi dire, en pleine nuit, manu militari. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, n'ayant aucune confiance dans l'Occident à gérer ses propres problèmes, elle est en train d'essayer de se retirer au maximum de sa dépendance des marchés occidentaux, en poussant à sa consommation intérieure, autant que possible, et même à son tourisme intérieur.
ce qui montre que le choix qui a été fait en France de se concentrer sur le tourisme, en gros d'échanger des usines, des ouvriers contre des touristes, n'était pas un choix très malin. La deuxième chose, la deuxième question que vous avez, c'est sur la diaspora chinoise. Là, vous avez la clé qui explique que la Chine se montre aussi impitoyable avec Hong Kong et Taïwan. Parce que, contrairement à ce qu'on croit en Europe, ce que les Européens ne savent pas, c'est que cet héritage confucéen asiatique, il n'y a aucune fatalité à ce qu'il débouche sur le maoïsme. Regardez la Corée du Sud, regardez Taïwan, regardez tous ces pays d'Asie qui se battent pour leur démocratie. Mais ils se battent en reformulant leur propre héritage confucéen. Cette importance du collectif dont parlait Madame Nardon tout à l'heure, il ne débouche pas du tout forcément sur une espèce d'étouffoir pour écraser la dissidence. Ça peut aussi bien être un outil pour souder le peuple dans sa lutte contre des élites corrompues, voire les démocratisations en Corée, à Hong Kong, à Taïwan et ainsi de suite. Donc si la Chine se montre aussi impitoyable avec Hong Kong, avec Taïwan, c'est-à-dire avec des composantes du monde chinois, c'est parce qu'elle cherche à écraser toute voix dissidente chinoise pour transformer sa diaspora en avant-poste. Mais les voix qui importent à la Chine sont les voix chinoises. La Chine, pour faire un parallèle, quand vous avez des puissances coloniales, vous avez des puissances coloniales comme la France qui cherchent à imposer leur langue, leurs valeurs. Vous avez les colonisations comme les Japonais ou les Anglais qui volent ce qu'il y a à voler sans chercher à éduquer qui que ce soit. La Chine, c'est une colonisation de ce genre-là. Et c'est pour ça que tous les pays qui ont signé des accords de libre-échange avec la Chine, à la fin, ont fini par s'en mordre les doigts. Je voudrais qu'on parle plus, peut-être un peu de prospective, et notamment, vous l'avez cité, à propos de la mer de Chine et à propos de Taïwan, puisqu'on a vu l'exemple de Hong Kong. Finalement, la question a été réglée extrêmement vite, plus vite qu'on ne pensait, parce que d'abord, il y avait une date que nous avions tous en tête, qui était 2047, puisque c'était 50 ans après la rétrocession, et finalement, fin des années 2010, Pékin impose ses vues sur Hong Kong, et malgré quelques discours véhéments des Européens, malgré effectivement l'offre des Britanniques d'accepter ceux qui voudraient venir chez eux. Et maintenant se pose la question effectivement de Taïwan. Alors, Laurence, est-ce que nous pouvons passer, disons, de cette paix froide, parce que moi je préfère l'appeler paix froide que guerre froide, à quelque chose de plus agité, de plus chaud, notamment sur la question de Taïwan, puisque effectivement, même si je crois Pékin insiste beaucoup sur le côté pacifique, en disant nous n'attaquerons pas, etc., on voit bien que les pressions augmentent, que la présence militaire au-dessus ou à côté ou dans les eaux territoriales de Taïwan sont de plus en plus importants d'année en année. Alors, moi je pense que M. Godin ou Bernard Guetta pourront parler du risque ou de jusqu'où les Chinois peuvent faire des provocations avec des survols d'hélicoptères dans la zone de Taïwan, etc. Moi, pour ce qui est des États-Unis, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une situation vraiment terrible pour l'administration Biden, que cette situation de Taïwan, parce que c'est vraiment l'endroit sur lequel ils ne peuvent pas lâcher s'il se passe quelque chose. Et alors là, s'il se passe quelque chose du côté chinois, et une fois de plus, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être, mais s'il se passe vraiment une agression caractérisée, les États-Unis seraient obligés de répondre militairement, sinon leur bluff sera découvert et ils perdront alors là toute crédibilité. Mais pour l'instant, justement, ils sont en train, à titre préventif, de montrer leurs muscles eux aussi avec des exercices militaires dans la zone. J'ajoute d'ailleurs à ce sujet que pas plus tard qu'au mois de mai dernier, la France avait participé
à un exercice militaire naval en mer de Chine du Sud avec l'Australie, le Japon et les États-Unis. Donc c'était avant l'abominable perfidie du traité AUKUS, la France participait à un exercice naval sur place. Bref, mais tout est possible du côté américain. Et je voudrais d'ailleurs dire quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que le retrait des États-Unis d'Afghanistan, auquel on a tous assisté de manière un peu médusée cet été, cette espèce d'effondrement et retrait un petit peu piteux des États-Unis, il peut être compris de deux manières. La gauche du Parti démocrate applaudit en disant ben voilà, on en finit avec ces interventions militaires coûteuses et immorales que notre pays mène depuis trop longtemps, blablabla, et maintenant on rentre à la maison. Alors que pour les modérés démocrates interventionnistes dont je vous parlais tout à l'heure, et dont Biden est le chef de file en réalité, le retrait d'Afghanistan n'a qu'un seul objectif, c'est de redonner suffisamment de souffle et de marge de manœuvre aux forces américaines pour justement pouvoir se redéployer autour de Taïwan dans cette fameuse région Indo-Pacifique. Alors ça, c'est un terme stratégique extrêmement à la mode aux États-Unis en ce moment. Donc oui, les États-Unis se préparent à l'impensable en espérant qu'ils n'auront rien à faire. Oui, vous parlez d'Indo-Pacifique. Peut-être peut-on parler un tout petit peu de l'Inde, d'ailleurs, dans ce jeu. Est-ce que c'est une superpuissance aussi, mais qui pour l'instant est relativement discrète, non? L'Inde a ses propres sujets géostratégiques avec la Chine, donc, mais n'est pas une grande puissance. Est-ce que c'est une puissance libérale ou illibérale? C'est un autre sujet. Ce qui est certain, c'est que pour les États-Unis, définir leur zone d'intervention, enfin ce nouveau théâtre militaire comme Indo-Pacifique, fait que tout à coup, ils ajoutent l'Inde et l'océan Indien, une immense région, à leur théâtre pacifique habituel, enfin traditionnel, qui va donc de l'Australie au Japon et qui englobe la Chine. L'objectif de ce terme Indo-Pacifique, c'est d'encercler la Chine avec tout un chapelet de puissances hostiles à la Chine pour mieux faire le boulot, si vous voulez. Évidemment, ils ont... mais parfois dépendantes. Oui, c'est toute la complication. Sachant que les États-Unis ont beaucoup de bases militaires et de présence militaire dans la zone Pacifique, qui sont beaucoup moins présents dans la zone océan Indien. Donc cette zone Indo-Pacifique, c'est un peu une vue de l'esprit pour l'instant. Marguetta, paix froide, paix chaude. J'aimais bien votre expression de paix froide qui me semble bien mieux traduire la réalité que celle de guerre froide. Maintenant, pour revenir à votre question initiale de Taïwan, il y a deux stratégies relativement claires à l'œuvre. Les Chinois, ces dernières semaines, en étaient à une moyenne de 40 à 50 pénétrations de l'espace aérien de Taïwan par jour. Est-ce qu'on se représente bien ce que ça signifie? 40 à 50 avions violant l'espace aérien d'un pays par jour. Le message chinois consiste à dire, premièrement, nous ne violons aucun espace aérien puisque Taïwan c'est la Chine, c'est comme si nous survolions une autre de nos provinces. C'est le premier message. Ce n'est pas le message essentiel. Le message essentiel s'adresse aux investisseurs du monde, américains ou européens notamment, pour leur dire, écoutez, ce n'est pas la peine de mettre votre argent dans ce pays, du moins pas avant que nous l'ayons reconquis, parce que ce pays sera une zone d'instabilité de plus en plus grande dans les années qui viennent, et donc la Chine s'emploie à ruiner petit à petit, ou en tout cas à tenter de le faire, non seulement la stabilité de Taïwan, mais l'économie de Taïwan, ce qui est tout à fait essentiel, et évidemment un bon instrument de reconquête qui ne soit pas directement militaire. Quant aux États-Unis, en manifestant par une présence militaire de plus en plus grande dans la région et tout autour de Taïwan, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas forcément, si vous envahissez Taïwan,
ce sera la guerre entre nos deux puissances. Mais ils disent aux Chinois, attention, Taïwan, c'est absolument essentiel. Et si vous entrez à Taïwan par la force, ce sera un défi à notre raison d'État. Et à ce moment-là, nous avons d'autres moyens que de la confrontation militaire directe. Des moyens qui seront coûteux pour notre économie, mais qui est la rupture des relations commerciales, économiques avec vous. C'est un jeu extraordinairement dangereux pour les États-Unis, dans la mesure où la Chine est détentrice d'une part très importante de la dette d'État américaine et où l'économie et les industries américaines dépendent très largement des échanges avec la Chine. Mais c'est beaucoup moins coûteux qu'une guerre complète, au vrai sens, au plein sens du terme, avec la Chine. Et donc, je crains pour ma part que nous n'assistions dans, je sais pas, les 5 à 25 ans qui viennent à véritablement un bras de fer extraordinairement coûteux pour l'économie mondiale, parce qu'une rupture des relations économiques entre les États-Unis et la Chine, c'est véritablement une addition très salée pour l'économie mondiale, et donc une série de crises en cascade. Bref, nous entrons, à cause de la Chine, à cause de la question taïwanaise, dans une zone d'instabilité extraordinairement profonde et à laquelle nous, Européens, aurions intérêt à nous préparer en nous désengageant progressivement, prudemment et intelligemment du marché chinois. Après tout, si nous devons délocaliser ou continuer à avoir des usines à l'étranger, je trouverais beaucoup plus intelligent de les avoir dans les pays du pourtour méditerranéen qu'en Chine. À tout point de vue, pour l'Europe et sa stabilité, ce serait infiniment plus intéressant. Bref, nous entrons, quand nous parlons de ce triangle des grandes puissances, car c'est le triangle des grandes puissances, pas de grandes puissances égales, mais c'est le triangle des grandes puissances. États-Unis, Union européenne et Chine, dans une période extraordinairement agitée, et la paix, comment vous disiez, la paix froide. La paix froide sera beaucoup, beaucoup plus inquiétante et perturbatrice et déstabilisante que ne l'a jamais été la guerre froide. Christophe Gaudin, sur Taïwan, je pense quand même que tous les voisins que vous connaissez bien, que ce soit la Corée du Sud, le Japon et d'autres, sont quand même extrêmement inquiets, sans parler des Taïwanais eux-mêmes. Oui, mais ça remonte à déjà quelques années. En Corée, l'opinion avait été extrêmement choquée par le lâchage de Hong Kong, et c'est ce lâchage de Hong Kong dont on paye le prix aujourd'hui avec ce qui se passe à Taïwan. Parce que ce qui s'est passé lorsque le Royaume-Uni a facilité l'obtention de visas pour des citoyens de Hong Kong pour arriver en Angleterre, c'est que le Royaume-Uni y a gagné du personnel qualifié et la Chine en a profité pour se débarrasser de ces populations, puisque les gens qui avaient immigré à Hong Kong avaient immigré pour des raisons politiques, pour les remplacer par des populations favorables au régime. Alors pour répondre maintenant à votre question, il y a depuis un an environ un phénomène, une lame de fond démocratique en Asie qu'on voit à Hong Kong, qu'on voit à Taïwan, mais qu'on voit aussi avec ces manifestations contre le coup d'État militaire en Birmanie, qu'on voit en Thaïlande et ainsi de suite, qu'on a vu en Corée aussi il y a quelques années avec la destitution de la présidente Park Geun-hye, que les Asiatiques appellent l'alliance du thé au lait. Et je voudrais revenir sur ce terme parce qu'il est intéressant. Parce que pourquoi le thé au lait? Pour deux raisons. D'abord parce que vous savez que c'est une boisson qui est consommée partout en Asie, sauf en Chine. Les Chinois boivent leur thé sans lait, les autres les boivent avec du lait. Donc c'est évidemment une manière un peu colorée, un peu kawaii, comme on dit en japonais, d'illustrer cette alliance entre tous les pays d'Asie qui luttent pour leur démocratisation. Deuxièmement,
l'idée, c'est aussi que chaque pays d'Asie boit son thé au lait d'une manière différente. Donc c'est aussi l'idée que chaque pays va chercher son propre modèle de démocratie. La Corée a un modèle de démocratie qu'on trouverait en Europe très populiste, avec des référendums populaires, avec des manifestations permanentes, des manifestations qui ont permis de destituer une présidente corrompue, par exemple. Mais la dernière chose, c'est que quand vous choisissez comme signe de ralliement le thé au lait, ben vous choisissez le signe de ralliement le plus asiatique qui existe. Ça veut dire que pour défendre la démocratie, ils ne comptent que sur eux-mêmes, ils ne comptent plus sur l'Occident. Et ça, je pense que c'est une énorme responsabilité dont l'Occident porte collectivement la responsabilité. Une dernière chose, je suis d'accord avec M. Guetta, en effet, il faut nous dégager au maximum de la Chine. C'est l'urgence politique. À égalité avec le réchauffement climatique, c'est la question la plus urgente des années qui viennent. Mais on peut se demander si les élites libre-échangistes qui ont préparé cette ouverture à la Chine sont les plus à même pour préparer ces engagements. Après tout, moi je rêverais que l'Europe mette en place une forme de protectionnisme vis-à-vis des entrées chinoises. Par exemple, vous connaissez tous ces travaux navals que font les Chinois en Italie pour transformer l'Italie en intestin de produits chinois vers l'Europe. Mais dans la mesure où tous les pays européens jouent leur propre partition, où il n'y a même pas une unité de valeur entre ces pays-là, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que la partie est compromise. Disons que, vous savez, il faut toujours faire la différence entre ce que Max Weber appelait l'être et le devoir-être. L'Europe doit, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, elle n'est pas. Ça appelle peut-être une réponse. Juste une phrase pour dire, d'une manière générale, pas seulement dans votre direction, que quand on parle de l'Union européenne aujourd'hui, il est vraiment urgent d'essuyer ces cadrans, car tout y bouge et très très vite. Est-ce que les États-Unis comptent sur l'Europe dans cette bagarre? Pas vraiment. Ce qui nous a surpris aussi avec l'arrivée de l'administration Biden, c'est que les États-Unis, revenant très amicalement vers l'Europe, exigeait, vers l'Union européenne, enfin la Grande-Bretagne, je la laisse à part, mais il y avait quelque chose de parallèle, exigeait un alignement de l'Union européenne sur ses positions très anti-chinoises. Alors comme on l'a dit amplement et avec raison, il est temps de dessiller les yeux et d'être plus, d'essayer de se retirer, de se désengager de la Chine, on l'a dit, mais c'est pas pour ça que l'Union européenne veut s'aligner absolument sur la position américaine. Nous voulons rester un petit peu plus indépendants. Et là, ça a été l'un des premiers frottements entre l'administration Biden et les gouvernements d'Europe et de Bruxelles. Quand on a constaté que cette administration si amicale en apparence nous demandait tout ça, enfin exigeait que nous nous alignions sur ses vues. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de l'Europe? La réponse, c'est qu'ils attendaient qu'on s'aligne absolument sur eux. Donc, on a dit non. On a dit la Chine est bien un adversaire systémique, c'est le terme de l'Union européenne aujourd'hui, de l'Europe. Mais ce n'est pas pour autant qu'on veut ne pas avoir notre propre voix. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est une sorte de triangle. États-Unis, Chine, Union européenne, dans les relations du monde qui s'ouvrent. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye d'imposer à Washington. À 27 voix, c'est compliqué. Il nous reste à peu près 10 minutes. C'est le moment des questions, me semble-t-il. Absolument. Donc, cher public, pour le dernier débat du soir, vous allez poser des questions. Merci pour les deux mains qui se lèvent. J'en avais juste une pour continuer à vous préparer. Sur la route de la soie, est-ce que c'est pas, pour reprendre un terme guerrier, le cheval de Troie de la future suprématie inéluctable de la Chine, notamment en Europe? Christophe Gaudin peut répondre sur la route de la soie. Est-ce que c'est une stratégie de pénétration ou est-ce que... Mais même d'une phrase, ça va être très simple. Ce qu'on oublie tout le temps, c'est que la route de la soie historique était une route à sens unique.
la Chine vendait de la soie et des épices en Europe, mais n'importait rien. C'était des marchands européens qui arrivaient avec de l'or et qui repartaient avec des marchandises chinoises qui vendaient en Europe. Donc quand la Chine promeut ces nouvelles routes de la soie, tout le monde comprend très bien en Asie que c'est des routes qui n'iront que dans un sens. Donc la réponse est oui. On a besoin de micro là au premier rang pour une première question. Un micro, s'il vous plaît. Là, premier rang. Là tout de suite, ici. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai une question. Ce serait une question pour monsieur le député. On a déjà entendu pendant le... Ici, tout en haut. D'accord. Bonjour. Vous voyez ? Bonsoir. Très bien. C'est une question pour monsieur le député. Alors, on a entendu au cours du débat surtout parler des États-Unis et de la Chine, ce qui montre bien le rôle secondaire qu'a un peu l'Europe en ce moment. Est-ce que vous considérez que, par exemple, la fédéralisation de l'Europe pourrait être une option pour donner le vrai pouvoir de l'Union européenne et nous donner une vraie place dans la politique et la géopolitique mondiale ? Écoutez, vous me posez la question à moi, je suis un fédéraliste déclaré et militant depuis quelques 30 années. Mais cela étant, ce n'est pas parce qu'on souhaite que l'Europe devienne une union fédérale qu'on peut penser que, le fédéralisme puisse s'imposer en quelques jours ou même quelques mois ou même 3 ans, et 2, qu'il serait la réponse parfaite aux défis chinois. Donc malheureusement, la réponse est non et non, même si, comme vous, je crois comprendre, je suis un fédéraliste convaincu. Mais ce n'est pas parce que l'Union européenne ne sera pas demain une union fédérale, hélas, à mes yeux, ce n'est pas pour cela que ces politiques étrangères ne deviendront pas de plus en plus cohérentes, de plus en plus, si vous me permettez ce mot, resserrées, et ce n'est pas pour cela que l'Union européenne ne s'en opposera moins qu'elle ne doit le faire et qu'elle ne commence à le faire à la Chine. Merci. Une question au premier rang. Oui, la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, il me semble qu'il y a un éléphant qui manque dans cette pièce, plutôt un éléphanto, c'est pour ça que la Russie n'y est pas. Mais il me semble que la Russie a manqué dans ce débat par ailleurs passionnant. Parce que lorsque l'on parle de menaces contre l'Europe, je conçois que la Chine soit une énorme menace pour son voisinage immédiat. C'est une menace pour la domination américaine mondiale. C'est une menace pour les intérêts européens, certes, mais ce n'est pas une menace pour sa démocratie. Et je pense vraiment que, M. Gaudin l'a bien dit, la Chine n'a pas de modèle alternatif à offrir. Elle ne se pose pas en modèle alternatif. La Russie, si. La Russie est une puissance revancharde et agissante au cœur de l'Europe. Il me semble que c'est une menace pour la démocratie beaucoup plus grande que la Chine. Et du moins, elle ne se place pas du tout sur le même plan. C'est pour ça qu'il me semble cette quatrième dimension aurait dû être présente. Vous avez raison, nous avons peu parlé de la Russie. En 1 heure, c'est très difficile de refaire toute la géopolitique, mais Laurence Nardon voulait répondre. Oui, je peux répondre sur la Russie. Alors, oui, vous avez raison, la Russie est une puissance extrêmement nuisible par le biais de ses attaques cyber et de son infiltration dans les processus électoraux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on l'a vu. Et il faut y prendre garde. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles on n'en a pas parlé, c'est que ceci étant dit, cette dangerosité étant bien posée et reconnue, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, la Russie, elle a le PIB de l'Espagne. C'est une puissance très faible en réalité,
en termes économiques, en termes factuels. C'est une puissance régionale et donc on la prend moins en compte dans des débats comme celui que nous avons aujourd'hui. Vous avez raison. Une autre question dans la salle. Il y a 2 mains qui se lèvent juste devant. Mademoiselle, juste là. Là. Là aussi, là-haut. Oui. Levez-vous, s'il vous plaît, si vous avez le micro. Voilà. Oui. Je voulais poser une question à propos de l'Afrique. Au fur et à mesure que l'Europe se retire au niveau de l'aide au développement et des investissements privés, la Chine prend la place. On ne voit pas les États-Unis prendre trop part à la relève. Merci. Qu'est-ce qui veut parler de la présence de la Chine? Enfin, on l'a évoqué en Afrique ou ailleurs. Très rapidement, c'est effectivement un défi absolument redoutable, et d'abord pour les Africains, car quand la Chine investit dans un pays, elle le fait uniquement à son profit. Tous les investissements extérieurs se font au profit évidemment des investisseurs, mais là, c'est à 100%. Il n'y a pas de retombée, sauf une. C'est que la Chine délibérément endette ces pays afin de pouvoir les contrôler en les rappelant à leur endettement. Et il y a aujourd'hui en Afrique un élément rassurant, c'est que la Chine est, sur le continent africain, le meilleur ennemi de la Chine. Vous voulez ajouter quelque chose, Christophe, non, sur cet aspect? Non, sur l'essentiel, je suis d'accord et je suis entièrement d'accord avec ce que disait cette dame dans le public. Je voudrais juste citer un fait qui m'avait beaucoup frappé dans la thèse de mon étudiante. C'est que quand les entreprises chinoises arrivent en Afrique, elles cherchent tellement à se distancier des populations que leur cauchemar, c'est que leurs envoyés, qui sont très majoritairement des hommes, quasiment que des hommes, se mélangent avec la population locale. Donc, elles les isolent dans des condos, voire elles organisent des réseaux de prostitution de manière à ce qu'ils ne s'y mettent pas de sentiments. Ça vous montre à quel point la Chine ne cherche pas, en effet, comme le disait M. Guetta, elle ne cherche absolument pas à répandre aucune valeur que ce soit. Elle ne cherche même pas à former des techniciens spécialisés qui pourraient, qui seraient le grade d'au-dessus des ouvriers spécialisés dans ces usines. C'est le modèle de colonisation le plus prédateur et le plus ouvertement raciste que je connaisse. Si vous me permettez, ce que vous venez de décrire à propos de l'Afrique et du Sénégal particulièrement, s'est produit d'une manière encore plus spectaculaire en Algérie, avec les entreprises de construction chinoises qui ont formé de véritables villes dans les villes et qui se sont fait totalement haïr des Algériens. Mais totalement haïr des Algériens. Merci. Autre question? Une dernière question. Oh, il y a plein de mains qui se lèvent. Oui, alors, une avant-dernière. Oui. Ça marche, c'est bon. Et question à Bernard Guettin. Question à Bernard Guettin. Il faut se désengager de la Chine, mais il faut pousser la logique au niveau commercial. L'une des forces essentielles de la Chine est bâtie sur le modèle à l'exportation. Il faut arrêter de leur acheter des cargos entiers au Havre pour qu'ils remplissent les gondoles des hypermarchés, hein, et bâtir ce que j'appelle un protectionnisme intelligent au niveau européen. Plus facile à dire qu'à faire. Quelle est votre question, monsieur? Voilà, donc je dis, il faut bâtir, je voulais avoir votre avis, il faut bâtir, avoir le courage de faire ce protectionnisme intelligent au niveau des frontières de l'Europe, mais là, le corollaire, c'est qu'il faudra avoir le courage aussi de relocaliser toute une industrie pour refabriquer tous les objets, les machines-outils et tous les iPhones et compagnie. Hein. Cher Monsieur Meillat, ma réponse sera très brève. C'est oui, vous avez raison. Merci pour la courte réponse.
Une dernière question, c'est ça? Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, là, le micro, quelque part. Ça Déjà marche? un micro? Alors allez-y, envoyez la question. Est-ce que ça marche? Ok. Donc bonjour messieurs et madame. Donc ma question, je dirais, durant cette conférence, vous avez parlé de l'affrontement que se lie, je dirais, Chine, États-Unis et la place de l'Europe. Cependant, nous, en tant qu'Européens et les Américains, comment peut-on lutter face à un pays qui est en train, à l'heure où nous parlons, de détruire, je dirais, sa dépendance vis-à-vis du système? L'objectif de la Chine étant de devenir complètement indépendant de l'Occident. Quelles sont les armes que nous pouvons développer pour lutter contre l'ascendance de cette puissance qui s'annonce être probablement la première puissance mondiale, peut-être d'ici 2049, lors du centenaire de la création de ce pays? Je vous remercie. Merci pour cette question. Je crois que nos intervenants ont déjà un peu répondu, mais peut-être pour préciser. Moi, dans les réflexions des personnes qui travaillent dans les think tanks, on réfléchit souvent au monde en termes de domination avec un leader du monde ou éventuellement un binôme de deux pays, deux superpuissances qui sont en opposition, et on dessine le monde comme ça. C'est un peu ce qu'on a dit pendant toute cette séance à propos du monde qui vient, qui serait un nouveau duopole sino-américain. Mais il y a d'autres options, d'autres possibilités, et celle à laquelle on réfléchit, alors je ne sais pas comment ça se mettrait en place, mais il est possible que cela advienne, ce serait un monde qui serait compartimenté, avec une zone occidentale et une zone asiatique qui ne seraient pas complètement étanches, ce serait impossible, mais qui fonctionneraient chacune de leur côté. Alors ça pose la question du monde en développement, bien évidemment, on ne sait pas de quel côté il pencherait, mais on n'est pas... Enfin, si vous voulez, ce système d'équilibre des puissances dans le monde qu'on a connu au XIXe siècle serait peut-être réplicable à l'échelle du globe dans les décennies qui viennent. En tout cas, on n'est pas forcément obligé d'avoir un monde qui est dominé par une puissance ou par une autre. On peut avoir des pôles comme ça, un monde multipolaire, c'est le nom de ce concept. Christophe Gaudin, votre impression sur à la fois sur la question et sur la réponse de Laurence? Sur l'idée de la question, je suis entièrement d'accord, et on se dirige de toute façon vers il faut l'espérer, vers une démondialisation qui arrivera aussi vite que possible avant que la Chine arrive à faire péter la planète, quoi. Par contre, sur cette idée d'un monde multipolaire, ce qui me gêne dans cette idée, et ce qu'on sait très peu en Occident, c'est que dans les pays d'Asie, au contraire, vous avez des pays qui se sont battus pour leur démocratie, qui se battent encore et qui rêvent de l'Occident. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, pour le pays où je vis depuis presque 20 ans maintenant, mais regardez la Corée qui s'est développée, qui est arrivée à une démocratie à l'occidentale mais par ses propres forces. Combien de pays comme la Corée sont devenus plus tolérants, plus justes, plus démocratiques autour des 20 dernières années? Et donc, si on a une approche comme ça en termes de grands espaces, pour reprendre le terme de Carl Schmitt, on va se retrouver à abandonner les meilleurs alliés de l'Occident en Asie. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la démocratie. Je crois simplement qu'il faut savoir l'adapter aux différentes cultures locales, et que la France, l'Europe, mais en tout cas, puisque c'est difficile d'imaginer la Hongrie ou la Pologne être les championnes de la démocratie maintenant, la France doit se faire la championne de la démocratie en Asie. Juste une remarque, dans les langues asiatiques, la Révolution française, on l'appelle la Grande Révolution française. C'est un héritage dont on serait très, très, très avisé de se montrer digne. Merci beaucoup. Tu veux conclure, non? Tu veux conclure? Je veux bien. Une conclusion? Alors, on propose la conclusion. Bah, écoutez, elle sera très simple. J'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, mais très, très profondément. Et je rajouterai une chose, c'est que ces pays que nous pourrions abandonner,
dans un monde multipolaire. J'ai pour ma part une autre définition de ce que devrait être un monde multipolaire. Mais enfin bon, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais ces pays, je ne pense pas qu'ils accepteraient si facilement la domination chinoise sur l'Asie. Si aujourd'hui il y a des rapprochements aussi profonds entre des pays aussi différents que l'Inde, le Japon, la Corée et d'autres avec les États-Unis, c'est face à la Chine, évidemment que c'est face à la Chine. Et c'est parce que ces pays ne veulent pas et craignent comme la peste et comme je les comprends, une domination chinoise sur l'Asie. Et donc l'idée que la paix pourrait être assurée dans le siècle qui vient par cette conception-là d'un monde multipolaire, c'est-à-dire la coexistence pacifique de puissances rivales, je n'y crois pas. Et rappelons-nous tout de même que ce système, érigé à la fin du 19e, s'est cassé la gueule dans des conditions formidablement tragiques au XXe siècle, à 2 reprises, avant qu'on en arrive à la quête de l'universalisme qui a été le grand phénomène politique de l'après-guerre. Merci Bernard Guetta et merci à nos intervenants pour ce débat. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est mon micro qui ne marchait pas. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les 3. C'est la fin de cette 2e journée des tribunes de la presse. Demain, on s'interrogera pour savoir ce qui fait bouger les sociétés, la guerre, la révolution, les grands hommes, et puis l'émergence de certains pouvoirs, que ce soit le féminisme ou le pouvoir venu des territoires. Passez une très bonne soirée. À demain. Au revoir.